Passé de 5 à 10 milliards de dollars américains, le projet de budget 2020 jugé recevable à l'Assemblée nationale semble a priori pour certains une utopie. Mais quelle magie devrait réaliser le gouvernement Ilunkamba pour mobiliser les ressources nécessaires devant soutenir son programme dans un contexte socio-économique morose? Tentative de réponse dans un éditorial proposé par la rédaction de votre magazine. Quels sont les défis que la douane congolaise est appelée à relever dans la zone frontalière de l'Est du pays? Jean-Baptiste Kongolo Kabila Mouchi, directeur général adjoint de Douanes et Axes en charge de l'administration et finances, les a expliqués lors de la 6e réunion nationale du comité de pilotage du Trademark East Africa qui s'est tenue au fleuve Congo Hotel de Kinshasa. Voilà pour le sommaire, fiscalité et développement. Dans une présentation de Patience Vumilia Bokoli Tambour. Agence Galaxy Media, la passion de développer la RDC. Mesdames et messieurs, bienvenue à cette nouvelle édition du magazine Fiscalité et Développement, la grand-messe des finances publiques en République démocratique du Congo. Vous le savez déjà, le projet de loi des finances exercice 2020 a été jugé recevable à l'Assemblée nationale et envoyé à la Commission économico-financière de la Chambre basse du Parlement pour examen approfondi. Une chose est de voter le budget, une autre est de mobiliser les ressources nécessaires et surtout de l'exécuter sans faille. Passer d'un budget de 5 milliards à celui de 10 milliards de dollars américains par an n'est pas une mince affaire. Comment le gouvernement central doit s'y prendre pour relever ce grand défi? Voici une tentative de réponse à cette problématique dans cet éditorial signé Jérôme Sekana Pene Papa. Presque tous les députés présents à l'hémicycle ont voté à main levée ce jeudi 21 novembre 2019 la recevabilité du projet du budget de l'État pour l'exercice 2020. Il y a bien longtemps qu'on avait vu ce genre d'engouement dans le chef des députés, aussi bien de la majorité que de l'opposition. Comme vous pouvez les constater, l'ambiance au Palais du Peuple était fraternelle et patriotique. Le Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba a réussi avec grande distinction cet exercice en rencontrant les préoccupations budgétaires des élus, ce qui traduit l'expression de cette cohésion nationale autour du projet du budget de son gouvernement à la Chambre basse. Il appartient désormais à l'autorité budgétaire, constituée des députés et sénateurs, d'opérer des réajustements nécessaires dans le but de rencontrer les attentes multisectorielles du souverain primaire. Après le vote de ce projet de loi budgétaire dans les deux chambres de notre Parlement et sa promulgation par le chef de l'État, commencera alors le plus dur. Le pays a besoin de voir cette cohésion se manifester avec détermination sur le terrain pour faciliter la maximisation des recettes publiques et surtout l'exécution sans faille de ce budget qui suscite beaucoup d'espoir. Passer d'un budget de 5 milliards à celui de 10 milliards de dollars américains n'est pas une mince affaire. Cela signifie que les efforts déployés jusque-là dans la mobilisation des recettes publiques par les trois régies financières, à savoir DGI, DGDA et DGRAD, au niveau des entreprises et établissements publics, doivent être doublés, voire triplés, pour prétendre créer ces assignations budgétaires. Pour y parvenir, tout le monde doit alors retrousser les manches, le gouvernement central en premier. Voici pour ce faire quelques préalables à ne pas négliger. Primo, bannir l'impunité sous toutes ses formes, réhabiliter les pouvoirs coercitifs des administrations publiques, respecter et faire respecter les lois et règlements dans toute leur quintessence. Bref, concrétiser les propos du Premier ministre tenus ce 21 novembre 2019 devant la représentation nationale. Nous citons « Votre gouvernement s'engage à poursuivre jusque dans leur dernier retranchement tous ceux qui s'adonnent au détournement des deniers publics, au coulage des recettes, à la corruption, ainsi qu'aux autres pratiques illégales, privant ainsi l'État de ses moyens d'action en faveur du plus grand nombre. Et s'il le faut, puisque le mal est profond, rien ne nous empêchera d'envisager la multiplication d'enquêtes
déclenchés à partir des signes extérieurs d'enrichissement rapide et illicite. Ceci concerne également et en premier lieu les membres du gouvernement ainsi que tous les autres responsables de l'État. Fin des citations. Segundo, booster et parachever rapidement toutes les grandes réformes engagées jusque-là dans les régies financières, DGI, DGDA et DGRAD, notamment rendre opérationnelle la nouvelle chaîne de la recette publique en y incorporant les logiciels ISIS Régie, DGRAD et entrepôt des données dans le ring des 12 km de fibres optiques qui interconnectent déjà toutes les banques commerciales aux administrations fiscales et parafiscales, y compris les ministères du budget, des finances ainsi que la Banque centrale du Congo. Déployer cette chaîne de la recette publique sur l'ensemble du territoire national. Tertio, renforcer les capacités managériales et techniques des agents de l'État commis à la collecte de recettes publiques. Placer l'homme qu'il faut à la place qu'il faut sur base de la méritocratie aux besoins sur concours. Placer à la tête de chaque régie financière des managers techniciens de très haut niveau et non des politiciens sans profil requis traînant derrière eux des vieilles casseroles. Ces techniciens doivent avoir des capacités managériales requises pour booster les réformes, piloter la sensibilisation pour la réhabilitation de la culture fiscale et parafiscale, bannir l'impunité et réhabiliter l'autorité de l'État au sein de leurs régies respectives pour le triplement des recettes publiques. Quarto, activer avec force les principes du devoir de la redevabilité dans le chef des décideurs ou administrants et celui du contrôle citoyen dans le chef des administrés ou populations. L'exemple venant d'en haut, le paiement des impôts et taxes devra se faire de manière exemplaire du sommet à la base, c'est-à-dire du chef de l'État, aux petits citoyens, avec à la clé des sanctions exemplaires à charge des subversifs et autres contrevenants. Quinto, enfin, payer l'impôt étant aussi un devoir biblique, toutes les confessions religieuses devront prêcher par l'exemple en s'acquittant de leurs obligations fiscales et parafiscales, mais aussi et surtout en prêchant la culture fiscale à leurs fidèles. Les responsables des écoles primaires, secondaires, supérieures et même universitaires doivent également enseigner le civisme fiscal en accordant à ces cours une grande pondération. Ainsi, la grande capacité contributive dont dispose la République démocratique du Congo sera activée. L'assiette fiscale pourra s'élargir automatiquement jusqu'à atteindre une quarantaine de millions de contribuables ou assujettis répertoriés au lieu des 177 000 contribuables seulement aujourd'hui. Ainsi, le budget de 10 milliards de dollars américains prévu pour l'exercice 2020 sera mobilisé, voire dépassé. L'heure des discours étant terminée, maintenant il faut passer aux actes sur le terrain. Faire le contraire serait suicidaire pour notre pays. À bon entendeur, salut. Voilà, vous avez compris à travers cet élément que les régies financières congolaises sont appelées à mobiliser davantage des ressources à l'interne pour donner à l'État les moyens de sa politique. Alors, quelles sont les assignations budgétaires allouées à la DGDA, la DGI et la DGRAD, ainsi qu'aux pétroliers producteurs par le gouvernement Ilunga Ilunkamba dans le projet de loi des finances 2020 en examen au niveau de la Chambre basse du Parlement? Réponse dans cet élément préparé par Didi Mavambu Nombo Lopepe. Ce projet de budget 2020 qui se trouve en examen approfondi au niveau de la commission ECOFIN de l'Assemblée nationale a arrêté les assignations budgétaires pour les recettes de la Direction générale des douanes et axes DGDA à 4 506,6 milliards de francs congolais, soit un accroissement de 70% par rapport à 2019. Pour les recettes de la Direction générale des impôts DGI, les prévisions budgétaires de 2020 se chiffrent à 6 047 milliards de francs congolais, soit un accroissement de 50,7% par rapport à 2019. Pour les recettes non fiscales de la Direction générale des recettes administratives, judiciaires, domaniales et des participations DGRAD, les prévisions budgétaires de 2020 sont fixées
à 2040,4 milliards de francs congolais, soit un taux d'accroissement de 69% par rapport à 2019. Et pour les recettes des pétroliers producteurs, les prévisions budgétaires de 2020 sont arrêtées à 432 milliards de francs congolais, soit un taux d'accroissement de 0,6% par rapport à l'exercice passé. La 6e réunion nationale du comité de pilotage de Trademark East Africa, TIMEA en sigle, s'est tenue au Fleuve Congo Hôtel de Kinshasa. Au cours de cette rencontre, le directeur général adjoint des douanes et accises en charge de l'administration et finances, Jean-Baptiste Nkongolo Kabila, représentant le directeur général, ont pêché à présenter devant les représentants du secteur public et privé des différentes provinces et institutions étatiques de la RDC ainsi que d'autres partenaires au développement les défis à relever par la douane congolaise dans la zone frontalière de l'Est du pays, et ce en rapport avec Sidonia Ward ainsi que le système régional de suivi électronique des cargaisons. La RDC partage plus de 2000 km de frontières avec 5 États dans sa partie Est, à savoir le Rwanda, le Burundi, l'Ouganda, la Zambie et la Tanzanie. Force est de constater que, malgré la mise en place du système régional de suivi électronique de cargaison, dans 3 bureaux de représentation de la DGDA au port de Mombasa, des Dar es Salaam et des Kampala, plusieurs bureaux de douane souffrent encore du non-respect des règles des marchandises en transit dans les pays de transit. Faute d'informatisation des bureaux de douane dans certains postes frontaliers congolais. Ainsi, les cargaisons ne sont pas suivies électroniquement. Une situation qui a poussé les bailleurs de fonds Trademark East Africa, TIMEA, dans le cadre de son programme de la facilitation de transport transfrontalier, d'accompagner la DGDA dans les déploiements du système douanier automatisé Sidonia World et de l'extension du système régional de suivi électronique des cargaisons destiné à la RDC à partir des différents postes frontaliers ciblés à l'Est par la DGDA afin de booster les recettes du Trésor public. Avec TIMEA, quels sont les challenges? Le premier challenge, c'est quoi? C'est la surveillance de bout en bout. On doit cesser avec le désarmement des conteneurs à la frontière. On doit faire entrer les conteneurs jusqu'au Congo. Le deuxième point, c'est la connexion online. C'est-à-dire qu'on doit avoir une connexion pérennisée qui est stable. Et pour cela, la DGDA s'y emploie de pouvoir se faire ensemble avec TIMEA. Et il faudrait la formation des cadres. Le quatrième point, c'est la livraison des scellés. Étant donné le volume de travail que nous avons au nord, la DGDA a besoin au moins de plus ou moins 5000 scellés. Mais au niveau du corridor sud au Katanga, la DGDA a acheté 16 000 scellés au prix de $450 le scellé. Vous vous rendez compte quel est l'investissement consenti par la DGDA pour combattre la fraude au Katanga avec le phénomène d'Ibilanga. Et au niveau du nord, le TIMEA nous a promis 1025 scellés que nous attendons. Je crois que très bientôt nous serons dotés à ces scellés. Mais l'objectif serait d'arriver à avoir 5000 scellés estampillés DGDA qui vont permettre de pouvoir suivre non seulement les transits des marchandises qui descendent dans les différents ports des pays de transit, mais suivre aussi les exportations de ces pays-là vers le Congo. Parce qu'en déclarant une exportation dans leur pays, de ce côté économique bénéficient de l'exemption sur la TVA. Et si ces marchandises-là ne sortent pas, ces pays-là perdent la TVA en complicité avec nos opérateurs économiques congolais pour lesquels on utilise leur identité. Donc comme vous le voyez, la fraude n'est pas locale, elle est régionale. C'est-à-dire nous devons nous conjuguer pour pouvoir combattre la fraude et hausser le niveau des recettes ainsi que le niveau de prospérité de nos peuples respectifs. Actuellement, seuls les scellés régionaux sont utilisés pour le suivi électronique des cargaisons en RDC. Considéré comme pays continent, la mise en place des scellés électroniques pour la RDC exige des mesures spécifiques pour s'assurer que ces derniers sont utilisés de manière efficace et efficiente. L'apport de TIMEA est très important. Voilà pourquoi nous estimons qu'avec ce qu'on nous apporte parfois comme élément d'appui, il faudrait que nous-mêmes,
on puisse les surveiller, les contrôler. Voilà pourquoi nous insistons sur l'implémentation de cette réforme qui consiste à pouvoir relier tous les corridors, non seulement le corridor du nord, mais le corridor central et le corridor sud, mais dans les éléments dont les services disposent. Vous trouverez qu'il y a beaucoup de marchandises qui partent jusqu'à Kasumbalesa. Comprenez un peu qu'on peut passer de Mombasa, un opérateur économique qui importe. On ne va partir de Mombasa jusqu'à Kasumbalesa au lieu de partir de Dar es Salaam à Kasumbalesa. Quels sont les objectifs poursuivis? Dans ces partenariats entre la DGDA et Timea, il a été convenu que l'extension du système régional des suivis électroniques des cargaisons dans d'autres parties du territoire de la RDC devra se faire graduellement et de manière planifiée dû à son statut d'État non membre de la communauté des États de l'Afrique de l'Est et à son environnement commercial légèrement complexe. C'était un reportage de Priska Sekana Kinzonzi et Fonfa Makitu Doma. Et puis, cérémonie de réception en l'honneur des douaniers finalistes de l'École nationale des finances ENEF, édition 2018-2019, organisée samedi 23 novembre dernier à l'immeuble Reine de la Paix, dans la commune de la Gombe, en présence du directeur général des douanes et excises, Deo Rugwiza Magera, Didi Mavambu Nombolo Pepe et Fanfan Makitu Doma. Salle de conférence de l'immeuble Reine de la Paix, 57 douaniers, dont 11 femmes et 46 hommes, reçoivent demain du directeur général de la douane congolaise Deo Rugwiza Magera leur brevet après 3 années de formation à l'École nationale des finances ENEF. Ces nouveaux diplômés douaniers de l'ENEF en section douanes et accises ont acquis des connaissances techniques qui font d'eux aujourd'hui de vrais professionnels. Ils doivent maintenant le mettre en pratique pour accomplir loyalement la triple mission assignée à la douane, à savoir fiscale, économique et sécuritaire. En fait, à l'École nationale des finances, il y a toute une panoplie de matières douanières. Et toutes ces matières douanières font en sorte que nous soyons réellement des techniciens formés et bien outillés. Nous avons des connaissances dans plusieurs domaines de la douane et ces connaissances nous permettront réellement, sans attendre ni jambage, à être à la hauteur pour contribuer efficacement à la maximisation des recettes de l'État pour que l'État congolais puisse appliquer les moyens de sa politique. À côté des matières techniques et spécifiques maîtrisées par ce nouveau diplômé douanier, tels que les logiciels Sidonia World, les règles d'origine du COMESA et de la ZLECAF, ainsi que l'évaluation en douane, le numéro 1 de la DGDA insiste également et surtout sur le respect de valeurs éthiques et morales en vue d'atteindre des résultats concluants sur le terrain. Je voudrais, avant de terminer, formuler 2 recommandations à votre attention. La première est celle de vous engager à être des partisans du changement et de lutter chaque jour contre les antivaleurs, résumés dans l'acronyme que vous connaissez tous, CFDT, C comme corruption, F comme fraude, D comme détournement, T comme tracasserie, I comme impunité, qu'il faut combattre naturellement. La deuxième recommandation est de faire des acquis de votre formation une mine d'or à exploiter et une réserve où vous vous ressourcerez continuellement et régulièrement. Enfin, je vous exhorte à avoir présent à l'esprit, dans l'exercice de vos fonctions, la devise de la douane, à savoir toujours davantage, aujourd'hui plus qu'hier et demain plus qu'aujourd'hui. D'ici quelques jours, ces gabelous seront déployés dans quasiment toutes les provinces douanières du pays où ils devront mettre en valeur leur diplôme en rendant de bons et loyaux services à la nation avec comme finalité non seulement la maximisation des recettes, mais aussi la lutte contre la fraude et la contrebande.
Restons encore au niveau des régies financières pour vous dire que l'échéance fiscale pour le paiement du deuxième acompte provisionnel de l'impôt sur le bénéfice et profit avance à grands pas. Suivez ce communiqué de l'administration fiscale congolaise. La Direction générale des impôts rappelle aux contribuables relevant de la direction des grandes entreprises, des centres des impôts ainsi que des sièges modélisés et modernisés des directions provinciales des impôts que, conformément à la législation fiscale en vigueur, le paiement du deuxième acompte provisionnel de l'impôt sur les bénéfices et profits de l'exercice fiscal 2020, revenu 2019, doit intervenir au plus tard le 30 novembre 2019. Étant donné que cette échéance tombe un samedi, ils sont invités à s'acquitter de leurs obligations au plus tard le vendredi 29 novembre 2019 pour permettre à la prise en compte de leur paiement dans le délai légal. Le montant du dit acompte représente 40% de l'impôt déclaré au titre de l'exercice comptable 2018, augmenté des suppléments éventuels établis par l'administration au titre du dit exercice, que ces sommes fassent ou non l'objet de contestation. Leur attention est attirée sur le fait que le défaut ou l'insuffisance de paiement dans le délai légal donnera lieu à l'application d'une amende égale à 50% de l'acompte non versé. Par ailleurs, l'imputation éventuelle du crédit d'impôt n'est autorisée que dans la limite de 20% du montant de l'acompte dû. Communiqué signé Ngoï Nzam, directeur général AI des impôts. Autre chose, à présent, la relance du secteur agroalimentaire en République démocratique du Congo, c'est pour bientôt. Le ministre national de l'Agriculture, Joseph-Antoine Kassonga, et le docteur Arch Khaled Sadek, président de l'AM Real Estate, une firme roumaine installée aux États-Unis d'Amérique, ont signé le jeudi 21 novembre dernier un contrat pour un investissement dans le domaine de l'agroalimentaire évalué à 20 milliards de dollars américains. Cette entreprise qui va investir dans la culture du maïs et du riz projette de couvrir la quasi-totalité du territoire national congolais sur une période de plus de 10 ans. 98% des employés seront nationaux, a fait savoir le docteur Arch Khaled au sortir de sa rencontre avec le ministre de l'Agriculture. La firme AM Real Estate existe depuis plus de 20 ans et est installée dans plusieurs pays d'Afrique. Le contrat avec la République démocratique du Congo est le plus grand contrat que cette entreprise ait contracté dans le continent africain. À travers ce contrat, la RDC s'est engagée à mettre à la disposition de cette firme des terres arables pour la concrétisation de ce vaste projet très ambitieux. Après le baptême de l'ouvrage Nouveau système coopératif à Luozi le 6 juillet 2019, son auteur Albert Loutete l'a présenté samedi 16 novembre dernier dans un autre territoire, celui de Mbanza-Ngungu, dans la province du Congo central. C'était devant un parterre d'étudiants de la faculté de l'économie et de gestion de l'université Congo. Jean-Louis Miaswekama et Céline Bumba ont été de la partie. Devant un auditoire essentiellement composé d'étudiants, Albert Loutete Vouemba présente son ouvrage « Le nouveau système coopératif africain », esquisse d'un programme de développement intégré des entités socio-économiques dans les zones rurales subsahariennes. On ne développe pas les gens se développent. Plus de 75% de la population est dans les secteurs agricoles. Si nous les incitons à se regrouper dans des coopératives, ne fût-ce que pour organiser la vente et la distribution de leurs produits, on pourra leur donner des revenus intéressants parce qu'à ce moment-là, ils pourront vendre directement leurs produits et ne plus être victimes des intermédiaires qui rognent leurs revenus. Avant cette présentation, le député national Mouler Loutelo, qui a préfacé l'ouvrage, fait une brève introduction. Ici, c'est l'avenir de demain. Et quand on parle du monde du système coopératif, nous mettons d'abord en évidence le chômage qui gangrène notre société. Et si
on peut avoir, ce système peut réussir, ça va vraiment créer de l'emploi et ça sera quelque chose de bien. Donc je suis très content parce que j'ai trouvé des étudiants qui étaient réceptifs et j'ose croire que comme nous avons donné les coordonnées, ils vont nous contacter au moment opportun. Pourquoi pas pour les travaux de fin d'études et pourquoi pas dans l'avenir pour essayer aussi de monter des systèmes coopératifs. Les coopératives sont une réalité dans le territoire de Banzangungu, comme le dit l'un de ses membres. Ma coopérative, par exemple, Diatungwa, c'est une coopérative qui est autonomisée. Dans quel secteur? Dans le secteur agricole. Nous faisons le manioc, nous faisons le riz et nous faisons du maraîchage. Alors, il y a d'autres coopératives qui existent, beaucoup de coopératives. Si on voit par exemple toute la vallée de Loma, il y en a plusieurs coopératives qui sont là dans le cadre du maraîchage. Tout naturellement, cette activité a mis à l'honneur la faculté des sciences économiques de gestion de l'Université Congo, comme l'explique son doyen. L'inspecteur général Lutete qui est venu nous parler du système coopératif. Et il a estimé que pour le développement de notre pays, nous devons, comme on dit, changer de paradigme. Nous sommes contents du fait que l'orateur a été vraiment à la hauteur du sujet qui a été abordé, l'auditoire également. Nous sommes fiers de ce que l'auditoire, les étudiants et les autres qui étaient là, les professionnels, ils ont posé des questions et il y a eu un bon débat, un bon échange. Les étudiants ont manifesté un véritable engouement pour le sujet, eux qui fréquentent l'université dans un milieu urbano-rural. Pourquoi n'est pas aussi entre la communauté estudiantine de s'organiser aussi en groupe de la coopérative pour aller s'associer avec la population du village, être ensemble avec eux pour mener cette belle activité. Les coopératives sont aussi l'affaire de tous. Il sera aussi nécessaire d'entrer, d'organiser ce genre de conférences dans des différentes langues, par exemple dans les langues maternelles, essayer d'associer les populations rurales à ce genre de conférences. Les étudiants sont rentrés avec le précieux ouvrage pour les inspirer dans leurs recherches à l'Université Congo, qui a été honoré par la visite des deux orateurs du jour sur le site de Banza Luvaka. Après Lubumbashi, dans le Haut-Katanga, c'est au tour des opérateurs économiques de la ville-province de Kinshasa d'être sensibilisés sur la libéralisation du secteur des assurances en République démocratique du Congo par l'autorité de régulation et de contrôle des assurances ARCA. Le directeur général ad intérim de l'ARCA, Alain Kaninda, a tenu une matinée de sensibilisation des opérateurs économiques membres de la FEC en présence des 4 sociétés d'assurance nouvellement agréées par l'ARCA. Images et commentaires, Michel Wangilokwa et Christian Kenina. La libéralisation du secteur des assurances et ses implications dans la vie des opérateurs économiques, c'est le thème retenu lors de cette matinée de sensibilisation. Il a été question pour le directeur général AI de l'ARCA, Alain Kaninda, de faire connaître à l'auditoire l'impact de la libéralisation du secteur des assurances, dont l'objectif ultime est d'assurer le financement de l'économie nationale et impacter les sociales des Congolais. Avec l'agrément des 4 nouvelles sociétés, le secteur des assurances est réellement libéralisé, a indiqué le patron de l'ARCA. Force est de constater que la libéralisation du marché des assurances, tant attendue, est aujourd'hui effective au grand bonheur de tous les Congolais. Et d'emblée, je tiens à marteler ici qu'il n'appartient plus ou pas à une société d'assurance de pourchasser les opérateurs économiques afin de les contraindre à s'assurer chez elle. Il revient désormais à tout chacun de choisir une société d'assurance selon ses besoins, cela sans limitation, voire restriction. En effet, l'ARCA exige que les opérateurs contribuent à la mise en place d'un secteur des assurances qui répond aux besoins de la population et des entreprises. Désormais, il existe en RDC une meilleure couverture. Il existe en RDC des assureurs prêts à couvrir plus de risques, voire de plus gros risques. Les sociétés d'assurance et de réassurance, les courtiers d'assurance et bien entendu l'ARCA avons la lourde responsabilité de redonner confiance à la population
aux opérateurs économiques que vous êtes, en veillant à ce que les sinistres soient payés et surtout dans les plus brefs délais. J'encourage aussi ces mêmes opérateurs d'assurance à s'orienter plus que jamais sur la satisfaction client et la qualité élevée des services mis à leur disposition. Les 4 sociétés agréées par l'ARCA, à l'occurrence la Société financière d'assurance, Raosur SA, Rao Life et Okapi Assurance, ont présenté les stratégies commerciales pour leurs clients. Initiative saluée par la Fédération des entreprises du Congo, par les billets de son administrateur délégué qui veut voir aussi des Congolais créer des sociétés d'assurance. Monsieur le directeur général de l'ARCA, vous avez été à Lubumbashi, on est à Kinshasa aujourd'hui, demain il faudra que nous allions à Goma. Ce sont les principaux pôles de croissance, même le là-bas également, parce que de la volonté du chef de l'État et de ce que nous avons toujours dit au niveau de la Fédération des entreprises du Congo, il ne faut pas laisser ce secteur entre les seules mains des étrangers. Il faut que les Congolais également puissent créer des sociétés d'assurance. Parce que la classe moyenne de demain, n'est-ce pas, viendrait également de là. Donc il faudra que nous poussions au niveau de Kinshasa les Congolais qui sont capables de monter des sociétés d'assurance, à Lubumbashi, à Goma, à Kolwezi, parce que ne nous voilons pas la face, ce sont les pôles de croissance aujourd'hui dans notre pays, pour que les Congolais puissent également créer des sociétés d'assurance. L'ARCA est déterminé à sensibiliser toutes les couches sociales du pays pour s'approprier cette réforme importante de la libéralisation du marché des assurances pour le dynamisme de l'économie nationale. Et puis, la cellule technique d'appui à la décentralisation CETAD a désormais son siège construit et réhabilité. Le coordonnateur ad intérim du projet de réforme et de rajeunissement de l'administration publique FRAPP a procédé lundi 18 novembre dernier à la réception provisoire de ces infrastructures immobilières construites et réhabilitées sur financement de la Banque mondiale. Reportage Jocelyn Babalomba rendu par Ruben Mayoni sur les images de Céline Bumba-Angelani. C'est dans le cadre de la composante 4, appui à la réforme de l'administration publique au niveau provincial et ses sous-composantes, du projet de réforme et rajeunissement de l'administration publique PRAP, financé par la Banque mondiale qui rentre la construction et réhabilitation de ces bâtiments, des bureaux climatisés, une salle de réunion, une réception et autres bureaux annexes réhabilités, ainsi que 2 bâtiments conçus pour les archives, le tout siège de la cellule technique d'appui à la décentralisation CETAD. Une réception provisoire des travaux de remise à l'état de l'espace des bureaux de la CETAD qui intervient un peu plus de 2 semaines après la réception provisoire de la guérite, des cafétérias, des bureaux conteneurs et autres. La délégation du PRAP conduite par son coordonnateur AI, Jean-Paul Mabaya, a visité tous les compartiments des bâtiments pour se rendre compte de l'état d'avancement des travaux et procéder à la réception provisoire de ces infrastructures immobilières. Motif de satisfaction pour Georges Kazadi, coordonnateur national adjoint de la CETAD qui s'est dit heureux de voir sa structure revêtir aujourd'hui une nouvelle robe tout en appelant les uns et les autres à la responsabilité. Toute la CETAD, c'est tout ce qu'on a comme bureau qui a été non seulement réhabilité, mais aussi équipé en termes de climatisation. Nous avons également eu 2 nouveaux compartiments en termes de containers qui serviront de documentation. Donc on a cette rénovation qui a été faite et notre sentiment, c'est un sentiment de joie, mais aussi des responsabilités. Parce que comme le coordonnateur vient de le dire, il est important que, ayant maintenant les conditions optimales de travail, que nous puissions montrer les conditions de travail. Donc, cette rénovation est aussi pour nous un défi de production. La réception définitive de ces infrastructures est prévue dans 6 mois, le temps pour l'entrepreneur de corriger certaines imperfections de ses travaux qui ont coûté 95 000 $ américains. La première des précisions importantes à apporter, c'est que le PRAP est un instrument du gouvernement. Donc c'est une contribution du gouvernement avec l'assistance des ressources extérieures. Ce projet ouvre notamment en collaboration avec la CETAD
l'appui à la mise en œuvre des administrations provinciales. Maintenant, il y a un travail de conception qui se fait, il y a un travail d'élaboration, il y a un travail de suivi et d'évaluation qui est en réalité dans les attributions de la CETAD. Et il était important, il a été convenu entre la Banque mondiale et le gouvernement de mettre les cadres et agents de la CETAD dans les conditions optimales de travail, parce qu'en réalité, ce qu'on conçoit ici est mis en œuvre à travers toute la République, ça veut dire dans les 27 États. 95 000 $ américains, il s'agit aujourd'hui d'une réception provisoire. La réception provisoire qui confère en fait un délai de grâce de 6 mois pour constater éventuellement quelques défauts qui devraient amener l'entrepreneur à pallier, n'est-ce pas, des défauts liés au travail. Mais au bout de 6 mois, bien sûr, nous-mêmes et la CETAD, nous procéderons à la réception définitive des travaux. Outre la réhabilitation de ces bâtiments, il est également prévu leur équipement en mobilier, ce qui permettra à ses occupants de travailler dans de meilleures conditions, credo du coordonnateur AI du PRAP. À quoi sert de souscrire à un engagement qu'on ne sait pas tenir? C'est le cas de le dire avec le promoteur de projet qui sollicite de prêts au Fonds de promotion de l'industrie FPI et ne respecte pas le délai de remboursement ou carrément ne rembourse pas. Voilà pourquoi, pour non-respect des engagements pris, le FPI vient de récupérer un immeuble d'un promoteur insolvable à Bukavu, dans la province du Sud Kivu, à la suite de l'action de dation en paiement par le tribunal de commerce de Bukavu. Images et commentaires de nos confrères de la cellule de communication du Fonds de promotion de l'industrie. Cet immeuble sise au numéro 26A, avenue Tanganyika, quartier Nyalukenda, commune d'Ibanda, dans la ville de Bukavu, au Sud Kivu, est désormais une propriété du Fonds de promotion de l'industrie, FPI. C'est un immeuble de 23 arts, soit 2300 mètres carrés, qui a été récupéré par le FPI à la suite de l'exécution de l'acte de dation en paiement par le tribunal de commerce de Bukavu, à la suite du non-respect aux engagements souscrits par son propriétaire dans la réalisation du projet Sodifar SPRL. Il s'agit en réalité d'un contrat de prêt datant de 2006 qui liait le FPI à la société Sodifar SPRL, lequel contrat était d'un montant de 600 000 $ américains. Et dans son action de recouvrement, le FPI avait déjà recouvré en espèces une partie de cette créance qui devrait se solder par la récupération de cet immeuble donné en garantie, nous confirme Maître Jean-Bosco Mukuza, avocat conseil du FPI dans le Sud Kivu. C'était une maison qui appartenait à M. Tuzungu Daindwa, l'un des associés de Sodifar. Il avait donné en même temps en garantie le même immeuble que voici. Et cet immeuble ici avait été aussi cédé au FPI, moyennant un acte de datation en paiement. Voilà, bref, c'est pourquoi nous sommes ici. C'est une fierté pour le FPI de récupérer un grand immeuble comme celui-ci. C'est aussi une leçon pour les promoteurs défaillants. Il y en a qui croient que l'argent du FPI, vous pouvez l'utiliser comme vous voulez. Et vous n'affectez pas l'argent qu'on vous donne au projet bien déterminé dans les contrats. Et le fait de récupérer des maisons comme celle-ci va servir d'exemple à d'autres promoteurs. Le FPI continue à tirer la sonnette d'alarme. L'opération de recouvrement qui s'intensifie davantage à travers la République n'a pas un caractère sélectif. Bien que n'ayant pas la vocation de devenir une agence immobilière, le FPI confirme ne pas hésiter à réaliser les hypothèques en dernier recours afin d'entrer dans ses droits. Un avertissement de plus à tous les débiteurs véreux qui se reconnaissent entre eux. Semaine très chargée pour le Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba qui s'est acquitté d'un devoir constitutionnel, celui de présenter et défendre le projet de loi de finances exercice 2020 de son gouvernement. Malgré cette pression, le chef de l'exécutif national ne s'est pas lassé pour présider quelques séances de travail à l'hôtel du gouvernement. Regardez.
Après la recevabilité à l'unanimité du projet du budget 2020 à l'Assemblée nationale, le Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba a reçu dans son cabinet de travail la délégation de l'entreprise minière Ivanhoe Mine. Conduite par son président Tony Gardini, cette délégation est venue lui soumettre l'aperçu de l'état d'avancement des projets d'exploitation du cuivre et du cobalt dans les gisements Kamoa, Kakula dans la province du Lualaba et Kipushi dans le Haut-Katanga. I want to thank the Prime Minister for acknowledging the fact that we've had great success here in the DRC. Nous avons été très encouragés par la réaction du Premier ministre qui a été très content de l'évolution de notre projet. Il réalise que nous avons dépensé plus de 500 millions de dollars pour découvrir ce grand gisement de Kamoa Kakula. Il nous a beaucoup encouragés à regarder aussi aux retombées pour notre pays, pas seulement pour Kamoa Kakula, pour les investisseurs, la société, mais aussi pour le pays, particulièrement en termes de création d'emplois et de création d'opportunités d'affaires, pour que les Congolais puissent monter dans des positions de responsabilité au sein de la société, mais également les entrepreneurs locaux puissent réellement bénéficier des retombées de ce projet. Reçue en audience le vendredi 23 novembre, la délégation de l'entreprise grecque internationale, conduite par son vice-président Michel Wu, est venue soumettre au chef du gouvernement le projet de réhabilitation du chemin de fer sur l'axe Kolwezi-Dilolo, le plus rentable pour la Société nationale du chemin de fer du Congo. Pour ce tronçon, la longueur, disons, c'est 428 km. Mais il faut quand même qu'on discute avec SNCC, là, pour la modernisation et réhabilitation de tous les réseaux. Parce que non seulement pour ce tronçon, parce que l'État congolais a une ambition, c'est-à-dire de moderniser tous les réseaux de SNCC. Le même jour, une autre délégation, celle de la sucrière du Kivu, est venue solliciter l'accompagnement du gouvernement dans la relance de la production du sucre. Basée à Kiliba, dans le sud Kivu, cette sucrière a repris sa production en 2011 après un arrêt en 1993 et fonctionne aujourd'hui grâce au partenariat entre le gouvernement congolais et le supergroupe. Nous avons l'objectif de développer la canne à sucre sur nos 6700 hectares que nous détenons et offrir de l'emploi à beaucoup de Congolais, plus de 5000 Congolais et d'autres emplois induits. Pour prévenir les catastrophes naturelles dans les provinces du nord et au sud Ubangi, le chef du gouvernement a présidé une séance de travail avec les responsables des agences humanitaires du système des Nations Unies sur les secours d'urgence à apporter aux victimes des inondations dans cette partie du territoire national. Cette séance de travail a également connu la participation du ministre de la Santé et celui des Actions humanitaires, ainsi que le gouverneur du Nord et du Sud Ubangi, et avait pour objectif faire un état des lieux et actionner un plan de réponse à exécuter avec l'appui des différents partenaires selon les spécialités de chacune. L'Institut national de la statistique INES a publié les informations sur l'indice de l'inflation hebdomadaire de la semaine du lundi 18 au samedi 23 novembre 2019. Muriel Makese-Lutina pour plus de détails. La troisième semaine du mois de novembre 2019 a connu une inflation de 0,069% au niveau national et 0,061% à Kinshasa. En cumul, l'inflation a atteint 3,847% au niveau national et 3,411% à Kinshasa. L'inflation de la semaine est consécutive à la hausse des prix des céréales, des poissons, des articles de bijouterie, des services de restauration et hôtels, ainsi que le service de ménage. L'inflation annualisée se situe à 4,265% au niveau national et 3,780% à Kinshasa. En glissement annuel, elle a atteint 4,481% au niveau national et 4,016% à Kinshasa.
Santé de la devise nationale à présent. Sur le marché de change, le taux officiel de la Banque centrale du Congo a indiqué au vendredi 22 novembre 2019 un dollar américain à 1659,66 francs congolais et 1 euro à 1838,23 francs congolais et 1 franc CFA à 2,802 francs congolais. Au samedi 23 novembre 2019, au parallèle, cette fois-ci, le taux était à 1650 francs congolais pour 1 dollar américain, dont la majorité de communes de Kinshasa, et à 1708 francs congolais le dollar au niveau de l'avenue Lukusa, au centre-ville de la capitale congolaise. À l'aéroport international de Njili, le taux demeure depuis plusieurs mois inchangé à 1600 francs congolais et 1650 francs congolais dans plusieurs supermarchés de Kinshasa. À Uvira, dans la province du Sud Kivu, le dollar américain s'est changé à 1600 francs congolais. 1 dollar américain a valu 1650 francs congolais à Beni, dans le Nord Kivu, et 1650 francs congolais à Mbujimayi, dans la province du Kasaï oriental. À Mbandaka, dans la province de l'Équateur, il vous faut 1665 francs congolais pour 1 dollar américain et 1666 francs congolais à Matadi, dans le Congo central. Enfin, le pic du taux d'échange à l'intérieur du pays a été observé à Kindu, dans la province du Maniema, où 1 dollar américain s'est changé à 1670 francs congolais à cause de la rareté des dollars américains. Avant d'éclore complètement cette édition de Fiscalité et Développement, suivez cette revue de presse sélectionnée et commentée par Jocelyn Baba Lomba. Plusieurs journaux parus cette semaine à Kinshasa se sont intéressés au projet de loi de finances de l'exercice 2020 présenté à l'Assemblée nationale par le Premier ministre Ilunga Ilunkamba. 9 mesures pour booster les recettes douanières, écrit le journal Bonne Gouvernance à l'intérieur de ces pages. Parmi ces mesures, notre confrère cite le renforcement du dispositif de lutte contre la fraude, la suppression de l'octroi des exonérations dérogatoires et celles accordées au gouvernement et aux institutions étatiques, le respect strict de l'ordre opérationnel aux frontières. Fin de citation. Dans un autre registre, le même journal s'intéresse au projet de loi de finances 2020 en titrant « L'Ecofin dispose de 10 jours pour examiner les textes ». Le chef du gouvernement, note ce tabloïd, a répondu aux questions des élus du peuple. Au total, 41 interventions ont été enregistrées, essentiellement axées sur les cadres macroéconomiques, les éléments référentiels du budget, le réalisme budgétaire, la gratuité de l'enseignement, la couverture santé universelle, la budgétisation des élections, la mobilisation des recettes et la sécurité. L'Assemblée nationale, le gouvernement alloue 30% du budget au social, informe à sa une le journal Libre Débat. Le gouvernement consacre, poursuit notre confrère, 11% à la gratuité de l'enseignement de base. Selon ce journal, la part du budget alloué à l'éducation atteint 20% du total. La rubrique du social prend également en compte la réactivation du mutuelle de santé pour permettre aux plus démunis d'avoir accès aux soins appropriés. Et puis, le Quil vous attend, cap vers le développement, c'est qu'on peut lire à la une du magazine trimestriel des questions de développement Florilège MAG. L'amélioration de la gouvernance provinciale et locale, la maximisation des recettes et l'encadrement des dépenses, la relance de la production agro-pastorale, l'amélioration des voies de communication ainsi que la protection de l'environnement, la promotion et le développement du secteur industriel et l'amélioration des conditions sociales et le renforcement du capital humain. Voici les 5 axes sur lesquels reposent les programmes du gouvernement provincial du Kwilu, chapeauté par le gouverneur Willy Itundala, cité par cette périodique. Bouclons cette revue de presse de l'Ecofin et questions de développement avec le quotidien Forum des As, très préoccupé au salaire des enseignants, indiquant que le Premier ministre rassure sur les réajustements des salaires
des enseignants. Un pas vers la bonne direction pour la gratuité de l'enseignement de base, martèle ces quotidiens. Le gouvernement a pris des mesures de réajustement des salaires des enseignants à tous les niveaux concernés, a-t-il assuré. Merci de nous avoir suivis. À la prochaine. Mesdames et messieurs, la grand-messe des finances publiques, des questions économiques et de développement est ainsi dite. Merci de nous avoir suivis à Mbandaka, dans l'Équateur, et à Guadolité, dans le nord Ubangui. Excellente suite de programmes sur cette chaîne.